c'est Wrestles Radio, spécial Late Night Wrestles avec Rubenito. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles en live spécial Survivor Series. Pour nous accompagner ce soir, 3 comparses. Donc à nous 4, nous formons la Wyatt Family. Je me réserve le droit d'être Bray Wyatt ce soir puisque je suis le meneur des troupes. Donc pour m'accompagner ce soir, on a Luke Harper aka Brody Lee alias Brosty. Bonsoir Brosty. Salut, oui, c'est vrai que Brody Lee, c'est mon idole. C'est un petit running gag entre nous parce qu'il parle souvent de Brody Lee, Brosty. Donc voilà. Le deuxième est le plus grand d'entre nous. Donc on va dire que c'est Renaud forcément. Le Renaud, c'est pas par la taille, c'est par le talent. Donc c'est notre Bro Strowman à nous. Bonsoir Renaud. Salut Rubenito, salut tout le monde. Je suis un poil moins costaud. Et j'ai moins de poils aussi par la même occasion. J'imagine. Et le troisième, donc, c'est Eric Rowan, te vexe pas, hein. C'est celui qui sert le plus à rien, Seb, mais on va dire que ce soir, c'est toi, Eric Rowan. Et même le petit tacle d'entrée, hein. Je le reconnais bien, le Robert. Hein. Salut à tous. Bonsoir. Donc, on est à Atlanta pour ce Survivor Series 2015. Avec ce soir, il y a quand même un peu du lourd. Il y a Undertaker et Kane qui reforment les Brothers of Destruction contre justement nous 4, la Wyatt Family. Il y a un match pour le titre Diva. Il y a bien sûr la suite du tournoi pour le titre suprême et 2 matchs finalement qu'on attendait pour des matchs traditionnels à élimination de type Survivor Series et bien sûr le Dolph Ziggler contre Tyler Breeze avec quelques surprises notamment dans le main event. Donc on va revenir sur tout ça au cours de la soirée. On vous accueille bien sûr sur Twitter avec le hashtag WRLive, sur YouTube, sur le chat en live, on donnera vos réactions, sur Facebook par Pigeon Voyageur, mais bon ça arrivera après qu'on ait fini l'émission, donc on vous conseille plutôt les réseaux sociaux. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le pré-show qui était comme d'habitude présenté par René Young, Booker T, Corey Graves et Byron Saxton. C'est ça, Brucey? Ouais, avec Byron Saxton qui a imité Undertaker à un moment, c'est assez marrant. Donc le plus gros truc qui s'est passé dans ce pré-show, c'était quand même un match traditionnel des Survivor Series de 18 minutes, mine de rien, pour un pré-show, ça doit être l'un des plus longs qu'on ait eu, mais bon, forcément, avec 10 catcheurs à élimination, c'est long. Donc on a vu Neville, Titus O'Neil et les Dudley former une team avec le retour de Goldust, qui était un peu inattendu, franchement, ça avait pas teasé, il y avait pas grand chose il y avait pas d'infos là-dessus, donc qui a battu Comic Westland, The Ascension et Stardust, et The Miz et Bo Dallas. Donc en 18 minutes, donc Sabi va nous donner un petit peu ses premières impressions sur ce match. On va pas faire 35 ans, mais Ouais, il y a pas énormément à dire. Moi, j'ai regardé ce match-là parce que j'ai une affection particulière pour les matchs à élimination traditionnels de Survivor Series. D'habitude, je regarde pas forcément le pré-show, mais là, ça m'a intéressé. Le match n'a rien d'exceptionnel, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pour chauffer la foule, quoi. La foule d'ailleurs qui était très très à fond derrière Goldust. Ça m'a bien plu, ça. Ils étaient vraiment présents pour lui plus que pour tous les autres d'ailleurs. Sinon l'adversité de l'équipe des Faces n'était pas énorme, hein. Comme tu l'as dit, vu les participants, c'est plus des jobbers qu'autre chose. Donc le résultat est finalement logique. Brucey, t'es assez d'accord avec ça? Oui, après c'est sûr qu'il y a quand même une supériorité énorme du clan Face, bien sûr, avec Stardust qui se retrouve assez facilement en infériorité. Neville, c'est dommage pour lui, c'est le seul couillon de l'équipe Face à se faire éliminer quand même. Bon, c'était bizarre ça. Mais sinon, c'était plus ou moins bon selon les passages, surtout quand il y avait Stardust sur ring. Très peu Goldust quand même, mais c'était bon sur le peu qu'il y était, et c'est vrai que ça apporte à chaque fois de la pop, c'était sympa de le revoir. D'accord. C'est à noter, comme tu disais tout à l'heure, hors antenne, que c'était aussi les 25 ans de carrière de Goldust à la WWE, qui était à l'époque la WWF, puisqu'il a commencé le même soir que l'Undertaker. Mais bizarrement, on n'a pas fait de Goldust 25. C'est bizarre. Bon, il y a rien d'autre à dire sur le pré-show? Darren Young est blessé? Je crois pas, non. Non, c'est juste qu'il fallait bien mettre un gars de côté, quoi, pour faire un nombre. Non, ouais, non, je pense qu'il est pas blessé, hein.
Malheureusement, il n'est pas tout le temps présent avec Titus O'Neil. Enfin bref, c'est pas grave, hein, c'est pas l'équipe qui nous intéresse le plus. Non? Si. Ah oui, non, mais c'est son surnom qui va plus alors. Bon, mais ça va. C'est quoi son surnom? Le gars qui prend jamais de congé. Ah oui. No Oui. Days Off. Bon, Enfin, bref. C'est difficile d'enchaîner avec ça. Surtout que moi, je voulais en fait commencer le show principal avec le match pour moi, le plus gros match de la soirée en termes d'attente. Donc, c'est les Brothers of Destruction qui rencontraient les Wyatt Family. Alors, j'ai envie de commencer par ce match. Je vous explique un petit peu pourquoi. Parce que je pense que si on en parle trop tard, on va perdre de notre influx. Et j'ai vraiment envie qu'on revienne sur ce match parce que pour moi, l'Undertaker a fait quand même un super boulot. Je m'attendais à ce que ce soit Kane qui gère plus les temps faibles et les temps forts du match, et finalement c'est le Taker qui a fait le job. Et bon, en face, la Wyatt Family a servi de faire valoir, ça c'est un peu ce qu'on attendait. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Renaud, tu vas commencer là-dessus, mais franchement, c'était quand même une bonne surprise pour son 4e match de l'année au Taker. Il en avait encore sous la semelle, quoi. Ouais, totalement. Je pense totalement pareil que toi, et c'est vrai aussi, je m'attendais à ce que Kane fasse beaucoup plus de boulot, et j'ai trouvé le Taker très bien, très en forme. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu sur plusieurs pay-per-view. D'habitude, il venait que pour WrestleMania ces derniers temps, et là, je l'ai trouvé bien en forme. J'avais déjà trouvé en forme contre Brock Lesnar à Hell in the Cell, et là, je l'ai bien trouvé en forme. Et ouais, je te rejoins aussi sur les Wyatt. C'est vrai que là, ils ont vraiment servi de faire valoir. Alors celui-là, ça, je l'ai surligné au feutre rouge, et c'est vrai que c'est assez dommage. Après. Bon, moi je suis un nostalgique, donc de voir comme ça Kane et Taker en team, les frères de la destruction, ça fait toujours plaisir, c'est un vrai bonheur. Et puis je trouve qu'ils ont bossé comme à la grande époque, quoi. Le double chokeslam à travers la table sur Strowman était franchement pas mal. Après ils ont un double chokeslam où chacun ils prennent un adversaire et ils le font en même temps au milieu du ring. Taker a fini par le tombstone, donc non c'était bien. Je sais pas combien le match a duré, moi il m'a semblé un peu court. Non, c'était un peu, moi aussi je l'ai trouvé un peu court, mais après on peut pas s'attendre non plus. Oui, bien sûr. C'était du 10 minutes D'accord. 10 minutes 19 exactement. D'accord. Donc 10 minutes c'est ouais. un peu court, mais bon, quand tu rajoutes l'entrée de la Wyatt et de Taker, ça arrive à 17-18 minutes, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, Seb, t'es un petit peu d'accord avec nous? Toi qui est pas un fan de la première heure du Taker, il me semble. Oh, je suis pas un fan de la première heure, non, mais bon, je l'ai quand même suivi pendant de nombreuses années, moins que vous, c'est sûr, mais quand même un petit peu, quoi. Après Là, c'est le tacle de Sébastien en retour qui dit qu'on est des 3 vieux cons. Donc ça, c'est cool. légèrement, hein. Je l'ai fait très léger. Non, mais moi, ça me fait aussi plaisir de revoir Kane et Taker ensemble, hein. La dernière fois qu'ils étaient en équipe, c'était le 22 avril 2013 à Raw. Ils étaient en équipe avec Daniel Bryan. Ils ont affronté le Shield dans un match 3 contre 3. Ils avaient perdu d'ailleurs ce soir-là. Exactement. Ça remonte à un petit moment quand même. Ça fait plus de 2 ans et demi quasiment qu'ils étaient plus en équipe, Kane et le Taker. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir aussi de le revoir, mais je suis un peu moins enthousiaste que vous sur la qualité du combat. Je l'ai trouvé assez moyen, assez lent finalement, et je l'ai trouvé en minimum syndical en fait ce match. Il y a pas de grosse prise de risque, il y a pas de grosse prise tout court, et en plus il y a pas de suspense non plus, puisque c'est sûr que le Taker allait gagner ce match-là vu que c'est son Malheureusement, il adversaire. peut pas y avoir de suspense dans ce genre de match, c'est sûr. Ça c'est clair. Il y aurait pu avoir du suspense si c'était un 4 contre 4 avec 2 autres partenaires pour les Brothers of Destruction qui seraient fait éliminer assez tôt, et là 4 contre 2 on aurait pu avoir du suspense, mais non, moi ça m'a pas gêné, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Brousty, mais moi la durée et puis tout le reste ça m'a pas forcément gêné. Non, moi non plus. C'est vrai que c'était un rythme assez plaisant, même si quand même Kane, je l'aurais vu plus en action, mais c'est vrai que c'était quand même le jubilé du Taker en quelque sorte. Donc c'était vraiment assez taillé sur mesure pour lui. Que l'entrée était quand même bien avec sur l'écran ces différentes personnalités au fur et à mesure des années qui défilaient. Ah oui, c'est C'était magnifique, assez sympa à l'entrée. voir ça. Ouais, c'était très beau là. Même le retour après là avec les signaux coordonnés, non, c'était très bien fait. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu spécial. J'étais juste surpris que ça soit Luke Harper quand même, qu'il soit Bray Wyatt. J'aurais plutôt vu Braun Strowman, moi plutôt. Mais voilà. Bon, Eric Rowan, par contre, le pauvre, c'est ridicule, éjecté d'entrée, mais sinon, ouais, c'était un bon divertissement avant le main event. Hein. Oui, c'est vrai. Nous, on commence par ça, mais c'est vrai que c'était l'avant-dernier match. Donc, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas très très bien placé sur la carte. Je l'aurais bien vu soit en
en opener, soit pas juste avant le match de championnat. Après, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ça a été Luke Harper qui a accompagné Bray Wyatt dans ce match-là, parce que bon, on savait que Bray Wyatt de sûr allait combattre, et il devait choisir un de ses partenaires parmi les 3 Zouailles, et il a choisi Braun Strowman. Moi, je trouve Luke Harper, je trouve que c'est un peu bizarre, ouais, justement, comme choix. Moi, je trouve que c'est un lieutenant fidèle. Donc, c'est un peu les Wyatt de base, quoi. Bon, Rowan, il a toujours été en dessous, même quand il était à 3. C'est vrai que Strowman, c'est l'homme fort en ce moment, mais d'un côté, je pense qu'avec Harper, ça a été... Enfin, je pense qu'avec Strowman, ça aurait été moins bon. Après, je mets pas tout sur lui, mais Harper est quand même un talent au-dessus de Strowman, donc je pense que c'est sur ce côté-là qu'ils ont joué. Et, perso, ça me dérange pas parce que j'apprécie pas mal quand même Luke Harper. Et juste pour la team aussi, là, tout à l'heure, Seb parlait pour la team de Taker et Kane qui étaient ensemble avec Daniel Bryan à Raw, mais pour les retrouver ensemble au Survivor Series, il faut remonter à 2001, au fameux match Team WWF contre Team Alliance, winner take all au Survivor, donc c'était le main event et ils avaient été en team, mais en plus avec des gars avec eux, quoi. Donc c'est winner take all, mais c'est pas Taker win all. ah non. Et d'ailleurs, c'était le sujet d'un précédent vintage qu'on avait fait. Tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. Donc on vous laissera rechercher parmi nos vintage sur Facebook. Donc y a encore quelque chose à dire pour vous ou on passe à la suite? Qu'est-ce qu'on en pense? Pour moi, c'est bon. Si, juste à se demander, est-ce que le Taker c'est son dernier match pour vous ou pas? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut qu'il termine sur un contre 1 déjà. Je pense. Il faut qu'il termine à WrestleMania. Ouais. Voilà. Contre Wyatt aussi, parce que mine de rien, ça fait 2 fois cette année. J'ai l'impression que ça va se terminer, ouais, peut-être contre Wyatt à WrestleMania. Moi, je le vois bien comme ça. On verra bien. Ça serait bien pour Wyatt quand même d'avoir ce privilège de terminer la carrière du Taker. Ou Kane. Ou Kane. Bon, enfin, on verra. On n'est pas dans les prédictions, on n'est pas Madame Irma, je pense. Donc on verra. Donc on va enchaîner tout de suite. On va faire un petit bloc de 2 combats donc avec les demi-finales du tournoi pour le titre suprême de la WWE. Donc l'opener de la soirée c'était Roman Reigns contre Alberto Del Rio, accompagné bien sûr de Zeb Colter. Donc le match a duré 14 minutes. On a eu en gros ce qu'on attendait, une qualification de Roman Reigns pour la finale. Dans un match que moi j'ai trouvé assez propre et un petit peu sobre à mon goût par rapport au talent de Del Rio surtout, le in-ring de Del Rio, et je les ai trouvés un peu sobres dans ce match-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, Seb, mais moi j'aurais bien aimé voir un peu plus que Roman Reigns sorte un peu plus éprouvé pour mettre un peu plus de suspense à la finale. Ouais, moi j'ai le même ressenti que toi. Le match est loin d'être mauvais, on est d'accord, mais il y a vraiment rien de mémorable. C'est trop sobre, comme tu le dis, et surtout, ouais, c'est vrai que ça aurait été intéressant de peut-être affaiblir Reigns sur ce match-là et qu'il y ait une histoire jusqu'à la fin de la soirée pour qu'on ait plus de doutes, parce que là, c'était clairement le destin tout tracé pour lui de remporter ce tournoi-là. Après, ouais, il y a aussi un manque évident, bien sûr, de suspense dans ce match-là. Del Rio n'avait aucune chance et ça a aussi coûté beaucoup dans mon appréciation du match, je pense. Oui, non, mais ouais, j'imagine que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de suspense pour les demi-finales, ça enlève un petit peu du plaisir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Brousty, mais moi, je suis un peu comme ça. Oui, d'ailleurs, on a vu que ça a mécontenté directement la foule et j'ai l'impression que Roman Reigns c'était retour vers le futur comme le film, c'est-à-dire qu'on se serait cru au Rumble au début d'année à Philadelphie parce que comme à l'époque du Rumble où sa victoire était toute dessinée, le public avait détesté ça et l'avait hué, ben c'était un peu le même comportement, mine de rien, à Atlanta, qu'on a vu toute la soirée, dont dans ce match, rien que son entrée a récolté beaucoup de huées, alors que Del Rio a été quand même un petit peu acclamé, pas énormément, mais un petit peu quand même, chaque move qu'il faisait était assez acclamé quand même, j'ai trouvé. Lui, il était très propre, et c'est Roman Reigns trop sur l'économie, c'était dommage ça. J'ai même trouvé un peu brouillon parfois. Sauf sur un dropkick à l'extérieur qui était bien fait, mais sinon, à l'économie, mais c'était un bon match quand même à l'arrivée. Moi j'ai trouvé aussi, comme tu dis, à l'économie, j'ai l'impression que Del Rio, il aurait aimé tirer un peu plus de choses de Roman Reigns et qu'il a pas trop voulu lui donner. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Renaud, mais... Ouais, moi j'ai trouvé que c'était très classique dans la forme et alors il y a rien de mauvais, il y a pas de botch, mais c'est hyper prévisible du début à la fin. Bon, déjà on s'en doutait bien que Roman Reigns
comme vous avez dit, allait être finaliste, et c'est ça aussi qui le pénalise. Ce qui pénalise aussi, c'est le fait que c'était acté qu'il était challenger de Seth Rollins, quoi, avant qu'il arrive cette blessure. On va pas revenir 100 ans dessus, mais déjà voilà, tout le monde savait que c'était lui le challenger de base, donc ça allait être lui qui allait être en finale. Mais c'est vrai que le match, je vous rejoins, franchement, on n'est pas surpris à aucun moment. À aucun moment, quoi. Moi, j'ai pas été déçu, c'est pas une déception. Il y a vraiment rien de jouissif. Ça se regarde et ça s'oublie. Voilà, il y a rien de spécial. J'avais été déçu du Siena contre Del Rio à Hell in the Cell. J'étais pas avec vous ce soir-là. J'ai été franchement déçu. Content du retour de Del Rio, moins content du in-ring derrière. Là, c'est pas une déception, mais ouais, c'est très classique et ça s'oublie. C'est dommage parce que Del Rio, c'est un vrai talent. Et voilà. Bah, par contre, moi j'ai trouvé que Del Rio est plus affûté que jamais. Franchement, moi je l'ai jamais vu. Il a toujours été assez affûté, mais là je trouve vraiment qu'il est vraiment sec. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rapide que avant Ouais. qu'il parte. Ouais, niveau cardio, il est bien, Del Rio. Hein. Ouais, Ouais, je te franchement. rejoins. Ouais. Bon, mais s'il y a pas plus de choses à dire que ça sur ce match, on va passer donc à l'autre demi-finale qui opposait donc Ambrose à Kevin Owens. Un match qui a duré 11 minutes 19 et qui a vu la victoire de Dean Ambrose. Là aussi, c'était quand même assez attendu, même s'il y avait un poil plus de suspense que dans la première demi-finale. Mais bon, depuis le début du tournoi, vu comment a été fait les tableaux, on s'attendait bien à une finale Roman Reigns, Dean Ambrose. Du coup, moi personnellement, j'ai été un petit peu déçu aussi de ce match. J'ai été plus déçu de ce match-là du fait que c'est deux catcheurs que j'aime bien et que je pense qu'ils peuvent vraiment avoir des matchs assez énormes. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, toi, Seb, mais je te lance encore en premier, mais Oh, moi j'ai aimé ce match-là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a que 11 minutes, il me semble. Donc c'est assez court pour un match d'une telle ampleur. C'est une demi-finale de tournoi. On aurait voulu quelques minutes en plus, mais bon, ils ont quand même fait du bon boulot dans le peu de temps qui leur a été accordé. J'ai préféré ce match-là à l'opener. Alors bien sûr, il y avait un peu de suspense, comme tu l'as évoqué brièvement. Hein. C'est sûr que Owens aurait pu être finaliste, tout comme Ambrose. Hein. Mais bon, finalement, ils ont choisi de faire s'affronter les deux frères entre guillemets. Et sinon, le mouvement qui m'a marqué le plus dans ce match, ça restera le pop-up powerbomb qui a été contré en Hurricane Rana par Ambrose. C'est la première fois, je crois, que ça a été fait de cette manière, et c'était assez impressionnant, je trouvais. ouais, c'est vrai que il y a eu quelques bons moves et à l'instar du Roman Reigns Del Rio où on a l'impression qu'ils en gardaient sous le pied pour la suite du tournoi. Eux, j'ai l'impression qu'ils en gardent sous le pied pour une future rivalité. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, Renaud, mais c'est l'impression que ça m'a donné, moi. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils veulent pas tout donner sur ce match-là parce que finalement, ça sera peut-être le moins important d'une série qui va arriver. Et du coup, je pense que le bon est à venir entre eux. Ouais, c'est vrai qu'on peut clairement avoir une bonne rivalité entre ces deux au vu de ce match. Moi aussi, hein, je suis comme Seb. Je l'ai trouvé bien meilleur que l'autre demi-finale, même si là aussi, voilà, encore une fois, le résultat était hyper prévisible. Enfin, bon, pas plus que l'autre, c'est vrai, mais quand même, on est en train de parler du titre suprême. J'aime bien Kevin Owens, mais il est trop green à la WWE pour être déjà dans le main event, donc et pour la ceinture. Là, le match, il est quand même de bonne qualité, les prises s'enchaînent bien, les coups sont stiffs aussi, hein, les coups sont stiffs pour un début de soirée, donc non, c'est un vrai bon combat entre deux catcheurs qui ont un vrai talent in-ring et qui peuvent, ouais, comme tu dis, avoir une bonne rivalité derrière. En tout cas, il y a une vraie alchimie, tu sens qu'il y a quelque chose. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Hein. On peut gratter et avoir une bonne feud. Parce que la rivalité, elle avait quand même déjà démarré entre eux. S'il n'y avait pas eu la blessure donc de Seth Rollins, on en revient. Je pense qu'il y aurait eu un match pour le titre entre les deux, je pense, à Survivor Series. Ou en tout cas, ils auraient peut-être fait partie d'une team. Enfin, on sait pas, mais je pense que la rivalité, elle était bien lancée entre les deux. Donc toi, je sais pas ce que t'en penses, Bruce. Avant de te donner la parole, je voudrais quand même faire un big up au mec qui a fait la pancarte Jet Owens Jet. Ça m'a bien fait rire. Voilà, j'étais tout seul sur mon canapé, j'ai rigolé. Voilà. À toi, Bruce. Et d'ailleurs, à ce sujet, lors du Raw précédent, ça avait fait parler l'actrice Melissa Joan Hart, il me semble, si je me trompe pas de nom et de prénom, qui avait critiqué sur Twitter Owens pour son poids, et ça avait fait réagir l'intéressé et plusieurs catcheurs de la WWE aussi d'ailleurs. C'est vrai, ça c'est comme ça, mais lui il est très bien comme ça, hein, très agile, il y a aucun souci avec ça.
Ouais, après, comme tout le monde, sûrement déçu, voilà, de la durée qui était pas énorme. Ça aurait pu interchanger avec Del Rio, Roman Reigns, du coup, ça aurait été plus sympa. 3 minutes de plus. J'ai bien aimé la fin, surtout. Ouais, le début aussi était pas mal. En fait, le milieu était peut-être un peu moins bon. Mais Sur un c'est vrai match que de j'en 10 minutes, attendais, voilà. Mais j'en attendais même sur sans un match de 10 très. minutes, si le début est bien, la fin est bien, ça veut dire que le match est pas mal quand même. Oui, oui, voilà, à l'arrivée, non, quand même, ça, je chipote pour 2 minutes à peu près. Mais voilà, non, c'est sûr que bon, on est en droit d'en attendre plus, mais ouais, c'est sûr que ce sera sûrement le sujet d'un bon match à TLC, je pense, dans le futur. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère, que c'est une bonne rivalité, qu'ils les établissent tous les deux comme des mid-carters solides qui peuvent aller vers le main event dans le futur. Donc, on va passer au titre des divas avec un Page qui a été battu face à Charlotte en 14 minutes, un match quand même assez long hein, pour les filles. Moi, personnellement, je donne pas vraiment mon avis, mais j'ai plutôt accroché ce match, alors que c'est vraiment deux lutteuses que j'apprécie moyennement. Donc, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Renaud, qui adore le catch féminin. Tu vas nous dire ce que t'en as pensé. J'adore ça. Non, mais ben voilà, ben écoute, très très bonne surprise. Franchement, catch féminin, c'est pas trop mon délire, même si j'avais apprécié au dernier pay-per-view, je crois que c'était celui d'avant, j'avais trouvé que c'était quand même pas mal. Là, c'est bon quoi, c'est bien disputé, il y a de la technique, il y a une soumission à un moment donné. Charlotte, elle fait la soumission, ça dure pendant un bon moment. Enfin, ça doit faire au moins, je sais pas moi, 1 minute sur une soumission, ce qui est assez long en plein milieu du ring. Page, elle souffre. C'est euh, c'est un bon match de diva et on a connu pire. Il y a une période où les divas, c'était vraiment pas bon. Là, bon, ça m'a plu. Alors c'est pas un truc qui va me rester gravé et je vais pas me dire tiens, il faut que je me revoie ce match très vite parce que c'est pas trop mon délire. Mais si je retombe dessus, il y aura pas de souci quoi. Franchement, j'ai été agréablement surpris, donc c'est très bien. On va donner la parole aux plus grands fans de NXT, vu que c'était la première fois que deux championnes NXT du passé s'affrontaient dans un pay-per-view. Donc, Seb, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match? Moi, j'ai apprécié aussi. Ce qui m'a bien plu dans ce match, en fait, c'est que c'était plus agressif que les matchs qu'on a habituellement, les matchs de diva. Là, on a ressenti vraiment une tension qui est liée en fait au segment de Raw qui était assez controversé, où ils ont évoqué la mort du frère de Charlotte. Et là, on l'a ressenti dans ce match parce qu'il y a vraiment eu une grosse implication physique, une grosse agressivité. Et donc ça a été en lien avec ce qui a été proposé ce lundi à Raw, donc ça m'a bien plu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que elles ont tenté des choses, quoi. C'était pas un match qui s'est cantonné dans des prises classiques, où elles ont tenté des prises de risque. Je pense par exemple une prise qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le spear du haut des barricades à l'extérieur du ring. Il est un peu Un botché, peu mais c'était botché, une ouais, bonne. c'est clair, mais au moins elles ont tenté, donc ça me plaît, elles tentent des trucs, même si ça n'a pas forcément marché. Elles ont tenté, elles ont voulu sortir de l'ordinaire, et donc moi j'ai envie de récompenser ce match-là, un bon match de diva pour moi. T'es d'accord avec ça, Bruce? Ouais, parce que en général, quand quelque chose passe vite, j'aurais tendance à dire que c'était bon. Et là, honnêtement, là, quand t'as les 14 minutes, je me suis dit, ah ouais, quand même, parce que honnêtement, j'aurais cru que c'était moins, tellement ça c'est passé quand même assez vite. Donc pour moi, quand ça passe vite, ça passe bien, quoi. Donc du coup, ouais, il y avait une bonne alchimie, c'était assez attendu, c'était quand même un affrontement que quand même, je pense, beaucoup attendaient. Donc moi, depuis le lendemain de Night of Champions, bien sûr, le turn de Page. Donc voilà, c'était le match qu'on attendait et pas de surprise bien sûr sur le résultat, c'était assez attendu là aussi. Voilà, après non, c'était quand même bien. Voilà, c'est la mouvance de cette année 2015 qui est quand même assez réussie sur les matchs de pay-per-view au niveau des divas. De toute façon, on pouvait pas faire pire que les dernières années, comme dirait Renaud. Donc, en partant d'en bas, on peut que remonter, on va dire ça. Ouais, et puis le temps, hein, comme tu as dit, le temps qu'ils ont donné, même si c'est vrai que c'est passé vite, mais donner 14 minutes au diva en pay-per-view, c'est hyper rare, hein, donc. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, s'il y a pas grand chose de plus à dire, on va passer tout de suite au match suivant. Moi, j'ai envie de parler là de Tyler Breeze qui bat Dolph Ziggler clean en moins de 7 minutes. Et franchement, pour Dolph Ziggler, c'est un peu la descente aux enfers. Je trouve en un an, il est passé vraiment de sauveur de la WWE à vraiment un match quelconque en milieu de pay-per-view contre
contre un nouvel arrivant ou hyper clean, franchement, moi je trouve que c'est vraiment la descente aux enfers pour lui. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Là, je me permets d'intervenir en premier justement par rapport à Vas-y. ce que tu as dit parce que en même temps, ce qu'il a desservi, c'est aussi ses commotions malheureusement et peut-être un caractère qui a pas toujours plu aux officiels aussi. Et dernièrement, d'ailleurs, il a fait une déclaration, il a annoncé cash que il arrêterait dans 2 ans. Donc c'est peut-être pas si bien passé que ça et ils ont voulu lui donner entre guillemets une leçon avec Tyler Breeze qui lui réussit ses débuts. Le match je l'aurais vu plus long honnêtement. Il est bien passé, évidemment très dirigé par Ziggler qui est un maître de la matière. Moi je suis pas si surpris de la victoire de Breeze du coup. Voilà malheureusement pour Ziggler, on peut plus le revoir vers les sommets je pense jusqu'à la fin de sa carrière. C'est ça qui est triste parce que il ne mériterait qu'à un petit tour au sommet encore d'ici la fin mais bon. C'est comme Est-ce ça. qu'on peut dire que ça sent bon pour Breeze? Ouais, J'avais envie de la faire, elle est gratuite. ouais, il peut s'installer en mid-card, je pense, c'est assez bien. Seb, il va nous faire un petit topo de la carrière de Breeze à NXT et on finira par la vie de Renault du sage. Ah, c'est vrai que si vous écoutez les Next Gen Wrestles, vous connaissez un petit peu nos avis sur Tyler Breeze. On l'a très souvent comparé à Dolph Ziggler. Donc là, on avait l'opposition entre les deux. On pouvait s'attendre à quelque chose de bon. Et moi, j'ai été déçu. Grosse déception quand même. Le match est en dessous de mes attentes. Il est beaucoup trop court. Et le finish vient un petit peu de nulle part. D'ailleurs, on peut noter que Breeze a changé de finish. Hein. C'est plus le beauty shot comme il l'utilisait à NXT. C'est désormais le kill switch. Prise qui a été rendue célèbre par Christian, cher à notre ami Brosty. Et Billy Kidman à la WCW. Yes, WCW. Sinon, Il l'a dit, ça y est. Par rapport à sa Vas-y. carrière à NXT, ça a été toujours un mid-carder, quoi. Il a jamais évolué vers les main events de cette fédération. Il était toujours bloqué en quelque sorte, un petit peu comme Ziggler actuellement. Il n'arrive pas à passer la vitesse supérieure. Il est toujours bloqué au mid-card et je pense que si t'es bloqué en mid-card à NXT, t'as des chances que ce soit aussi le cas dans le main roster. Donc moi, j'ai pas forcément de gros espoirs sur Breeze là-dessus. Ses débuts sont quand même assez mitigés. Il avait débuté sur un SmackDown dans un segment Miss TV. Alors c'est pas la manière la plus glorieuse de débuter. Son premier match, il avait perdu. C'était lors du tournoi à Raw contre Dean Ambrose, je crois. Et là, ce match-là qui est assez décevant. Donc pour moi, les débuts de Breeze sont quand même ratés, hein, je dirais. D'accord. Donc pour toi, ça sent pas bon pour Breeze. Ça ne sent pas bon. Hein. Running gag. Hashtag running gag. Donc toi, Renaud, donc tu connaissais pas trop Tyler Breeze parce qu'on, pour ceux qui le savent pas, Renaud n'aime pas trop suivre NXT, pas par de la qualité de son produit, mais plutôt parce qu'il aime bien être surpris quand les catcheurs passent dans le main roster, donc Ouais, il aime bien les découvrir à ce moment-là. Ouais, tout à fait, c'est exactement Donc ça. t'as découvert Tyler Breeze. Alors moi, en fait, Oui. avant de te lancer, Oui. ce qui me gêne, c'est que en fait Tyler Breeze ressemble énormément à Dolph Ziggler et les deux sont des sous-Shawn Michaels. Tu vois, j'avais une gêne là-dessus en fait. Et ben tu sais quoi, pareil parce que je me suis dit c'est incroyable, on dirait déjà deux frères qui s'affrontent. C'est vrai, c'est les mêmes, que t'as l'impression de revoir Zack Ryder et Kurt Hawkins à leur début, quoi, quand ils étaient tous les deux pareils aussi, qui se faisaient appeler les Major Brothers. On a vraiment l'impression que c'est les mêmes et c'est trop oubliable, il n'y a pas assez de temps pour développer quelque chose. Donc même s'ils sont bons dans le ring, parce qu'ils sont pas mauvais, moi ça m'a rappelé aussi, tu sais ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé un peu Shawn Michaels contre le modèle Rick Martel. Au début de Michaels, hein, quand Michaels faisait ses premières heures en solo, c'était un peu ça aussi dans le ring. Et donc ça reste propre bien sûr, et une victoire clean pour Breeze c'est pas rien, mais c'est beaucoup trop court et oubliable. Alors Breeze j'avais vu dans le tournoi et c'est bien ça, Seb, il avait bien affronté Ambrose. Et d'ailleurs il avait été pas mal ce soir-là aussi, mais c'est vrai que je le découvre. À suivre, pour l'instant je tire pas de plan sur la comète, on verra bien. Et Ziggler c'est un peu l'histoire de sa vie, c'est incroyable ce catcheur depuis qu'il est arrivé, qu'on le suit, à quel point on a l'impression des fois qu'il va monter très haut. Il va pouvoir battre John Cena dans un match en pay-per-view, en main event, hein, comme à TLC 2012 par exemple, et puis derrière il y aura rien, ou l'année dernière au Survivor être survivant de la team, et puis Il derrière y a il y a qu'à rien. voir rien que dans son histoire au Survivor Series. Une C'est fois incroyable. il est le seul à être éliminé, une fois il est le seul survivant, une autre fois il est encore le seul survivant. Bien Là sûr. il perd en moins de 7 minutes. Enfin vraiment, À le lui c'est Survivor montagne Series. russe. Ouais, voilà, c'est ou tout l'un ou tout l'autre.
Donc ouais, Nicolas Cesaro sur YouTube lui nous dit qu'il a été déçu car il attendait beaucoup de ce match. On est un peu, ouais, on est un peu comme ça. Moi, j'ai pas envie de croire que c'est Dolph Ziggler qui a pas voulu faire trop de taf pour l'autre. Donc Bon, je pense pas. je préfère, ouais, on sait jamais, on sait jamais. Il En a tout quand cas, même, comme disait Bruce Lee, il a quand même son caractère, hein, Dolph. on est content quand même que le frère Antonio Cesaro nous écoute. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, Cesaro apparemment blessé sérieusement, donc pour 2 à 4 mois d'après les rumeurs. Exactement. Ouais. Ah, il va être obligé de rendre son titre. Ah bah ça va, il en a pas. Non, mais la liste des blessés s'allonge vraiment, c'est très inquiétant ça, au passage. Bon, ils ont quand même une bonne profondeur de roster. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est que ça concorde pas trop avec le fait que John Cena et Randy Non, mais Orton c'est sont quand on voit les noms des blessés, c'est ça qui est impressionnant. Ouais, c'est ça. On arrive quand même à avoir enfin, quelque chose de solide, mine de rien, même s'il y a beaucoup d'absents. Ah oui, c'est l'apport de NXT, du Par contre, notamment qui a boosté. Le tournoi manquait énormément de star power. Ça c'est vrai, ouais. Ça c'est vrai. Ça manquait. Et moi, c'est pour ça, enfin, on en avait parlé, enfin, je voulais en parler dans le main event. Donc bon, on en parlera dans le main event du fait de faire un tournoi ou pas. Je pense pas que ça soit la meilleure idée. Ok. Donc on va passer, on organisera un mini catch moi si tu peux au milieu. C'est du jamais vu dans un late night wrestles. On va passer donc au match, un autre match traditionnel de Survivor Series qui a duré lui 17 minutes, qui a vu l'équipe de Ryback, les Lucha Dragons et les Usos battre les New Day et Sheamus et Barrett. Donc 17 minutes 33, mine de rien. Pour le coup, ça m'avait paru plus court que ça aussi, mais pas dans le même sens que tu disais Bruce Lee, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait rien de transcendant dans ce match. C'était un spot fest sans nom, donc un match qui est un peu sorti de nulle part. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, Seb par exemple. On peut critiquer, je pense à juste titre, le fait que le match ait été placé là, ouais, comme tu le dis, un petit peu par hasard, sorti de nulle part. Et c'est normal puisque c'est quand même un des matchs fondateurs de ce pay-per-view, un des matchs vraiment qui résonne quand tu évoques Survivor Series, tu veux voir ce genre de match. Et là, c'est vrai que c'est un match qui oppose des catcheurs presque aléatoirement, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, il y a beaucoup de catcheurs par équipe, de la division par équipe impliqués dans ce match-là, mais bon, c'est pas non plus des rivalités qui étaient consacrées depuis quelques semaines. Donc après, le match en tant que tel est quand même assez fun. Hein. Moi, j'ai bien apprécié. C'est une belle petite parenthèse. J'ai apprécié. Après, je veux dire, il y a quelques mouvements qui m'ont bien plu, surtout le spear de Biggie sur Sin Cara vers l'extérieur du ring, qui est toujours impressionnant. C'est pas innovant puisqu'il a porté à de nombreuses reprises maintenant, mais c'est à chaque fois impressionnant quand même. Et autre prise impressionnante, c'était le quadruple topé suicida des Usos et des Lucha Dragons simultanément. Ça m'a bien plu aussi. Donc un bon petit match quand même, malgré le manque de construction. De mentionner le splash de Ryback, mais bon. Ah ouais. Ma mémoire était sélective sur ce coup. J'ai l'impression. Renaud, t'es d'accord avec Seb sur ce match-là? C'est un spot fest assez cool, mais malheureusement sans histoire. Exactement. Ouais, c'est un peu le problème de la soirée, du pay-per-view. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est des matchs qui sont pas mauvais. C'est pas des mauvais combats, mais c'est carrément oubliable. Franchement. Et là, c'est encore le cas. Après, ça fait le job. Pas plus, pas moins. J'ai noté la planchette japonaise aussi, par exemple, de Kalisto, enfin de Sin Cara sur Kalisto qui se termine en splash, une bonne action à deux, plutôt sympa et assez innovante qu'on voit pas souvent. Après, voilà, encore une fois, le combat est vite oublié. Honnêtement, Kalisto, il a les moyens, je pense, d'être vraiment le nouveau Rey Mysterio. Hein. Pour moi, dans le ring, c'est vraiment propre. Ce qu'il fait, c'est hyper rapide, c'est précis. Il a des prises hyper innovantes. C'est rare hein, d'innover en 2015, mais moi, il y a quelques prises que j'avais jamais vues, notamment le genre de ciseaux de tête qui se termine en DDT quand le mec est à genoux. Franchement, c'est des prises que j'adore. Ouais, j'adore voir ça. Et du coup, franchement, moi, je pense qu'il a une carte à jouer, Kalisto. Faudrait vraiment qu'il se lance en solo et qu'il laisse Sin Cara malheureusement sur le bord de la route. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Bruce T, mais Oui, après c'est toujours à voir la gestion du personnage aussi, avec ce genre de catcheur. C'est vrai qu'on voit avec Neville aussi, très spectaculaire, mais après faut voir si le personnage peut suivre pour l'évolution du catcheur sur la durée. Mais c'est vrai que j'aimerais bien parce qu'en plus il est quand même très adapté au catch américain depuis longtemps et donc du coup il peut s'adapter à tous les styles. On l'a vu là d'ailleurs dans ce match.
Après, pour le match, c'est quand même beaucoup le même schéma du match du kick-off. C'est quasi la même durée d'ailleurs aussi. Du coup, c'est très décevant. C'est aussi à sens unique pour les faces. J'ai bien aimé le travail de Sheamus sur la fin quand il était 1 contre 3, vu que après l'élimination de Biggie, Xavier Woods et Kofi Kingston le raccompagnaient au vestiaire. Donc du coup, ils ont laissé Sheamus tout seul, ils se sont éliminés d'office. Barrett, il était quand même assez bizarre à danser avec New Day, et puis la coupe de Xavier Woods, c'était quand même assez, ça m'a choqué. Ah, il Et était en C'est James Beyoncé. Brown. Ouais, il était en Beyoncé, moi j'aurais dit. ouais, ça faisait coupe des années 80, ouais, ça faisait plutôt James Brown en effet, ouais, je trouve. Mais voilà quoi, ouais, c'était un match fourre-tout, comme souvent ce genre de match-là, c'est sûr. Et ils ont réussi à mettre toutes les équipes. Et petit carton rouge quand même aux Usos, parce que à Raw, ils avaient la moitié de la peinture du visage, bleu, blanc, rouge. Là, j'ai pas compris pourquoi ils avaient une peinture traditionnelle. Ils auraient pu encore remettre bleu, blanc, rouge. Hein. Ça aurait été bien. Il est exigeant le Bruce. Hein. Ouais, ils l'ont Eh fait ben une ouais. fois, ils étaient pas obligés, c'était les seuls d'ailleurs, donc moi ça me va déjà une seule fois, c'est bien. Ouais, mais Juste ça, c'est cool. la couleur du show, c'est le bleu. Ça serait passé. Ça serait passé. Ouais, Oui. c'est pas la, c'est un petit carton jaune, alors pas rouge quand même, on va pas les exclure Oh, pour ça. d'accord, c'est ouais, je suis sévère. En plus, ils ont fait un bon match. Alors, ok. Carton Et jaune. juste, je reviens juste 2 secondes sur Kalisto parce que je sais pas si vous avez vu son combat contre Ryback à SmackDown dans le tournoi. Il a fait un excellent combat, Ah ouais, c'est super bien. Intéressant, ouais. très intéressant à suivre. Et je te rejoins, Rubenito. Il a du Rey Mysterio, mais il a aussi de l'Ultimo Dragon. Il a un mélange un peu des deux. Et franchement, s'il travaille bien avec lui, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Faudra voir après ce qu'il donne au micro, tout ça, et s'il y a vraiment quelque chose sur le long terme. Mais c'est vrai que déjà, en 1 contre 1 contre un gars comme Ryback, qui est un gros gabarit, il a donné un combat super potable, même plus que potable, très bon. Ouais, moi, pour moi, c'est un des meilleurs combats de Ryback depuis qu'il est à la WWE d'ailleurs, mais déjà parce qu'il perd, donc c'est cool. Non, c'est vrai, hein, franchement, c'est un des meilleurs en one-on-one, c'est un des meilleurs. Ah oui. Après, c'est Kalisto qui mène le combat, mais Ryback suivait bien. Enfin, moi, ce qui m'a gêné le plus dans ce match-là, sans vouloir spoiler le main event et le prochain match duquel on va débattre, c'est que du coup, Sheamus ne paraisse pas vraiment fort alors qu'il a la mallette. Et j'aurais aimé qu'il en élimine au moins 2, surtout quand on sait ce qu'il va faire un petit peu plus tard. Et je trouve que ça l'aurait crédibilisé, même s'il perd, hein, d'en éliminer 1 ou 2 et se retrouver en one-on-one et perdre même en one-on-one, c'est pas grave, mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, ça fait des mois qu'on a oublié Sheamus quasiment. Hein, il est vraiment plus du tout impliqué dans les stories majeures à la WWE. Il est presque en mode jobber, comme l'est un petit peu tous les porteurs d'un Money in the Bank avant d'encaisser leur mallette. Beaucoup de défaites, peu d'implication dans les stories majeures. Donc c'est le même traitement qu'a subi Sheamus là. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça m'a un petit peu gêné, mais bon, après. Ouais, je rejoins Seb aussi, hein, totalement. Bon, je fermerai ma gueule. Donc lui, Nicolas Cesaro pense que c'est un match passable, mais qu'il est pas du niveau des derniers matchs 5 contre 5. C'est sûr que si on s'en réfère au dernier match 5 contre 5 d'un Survivor Series, c'est pas le même niveau, ne serait-ce que dans les catcheurs qui sont sur le ring. Ça, c'est certain. Donc on va passer au main event avec donc les frères qui s'affrontaient. C'était vraiment une histoire de famille, ce Survivor Series. Donc les frères qui s'affrontaient, Roman Reigns et Dean Ambrose, avec la victoire de Roman Reigns en 9 minutes. Donc c'était plus court que les openers. Moi, ça m'a beaucoup gêné, pour le coup. Donc Roman Reigns remporte le titre des mains de Dean Ambrose et dans une pluie de confettis vient se faire féliciter par Triple H. Bon, je parle de tout directement, comme ça on n'aura pas besoin de revenir 2 fois. Dans vos analyses, vous ferez le global. Donc Triple H vient le féliciter, il envoie un spear à Triple H et du coup Sheamus vient cacher sa mallette Money in the Bank et prendre le titre encore une fois à Roman Reigns. Ça fait 2 fois dans l'année, ça commence à faire beaucoup pour lui, le pauvre. Mais voilà, une fin de show assez... Moi honnêtement, je m'y attendais pas vraiment au cash ce soir, enfin hier soir, à Survivor Series. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Déjà le match en lui-même, le Reigns-Ambrose, pour moi c'est une déception, pas par la qualité mais par la durée. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars. Et puis le cash de Sheamus derrière. On va commencer par Renaud. Ouais, alors je trouve que le match est beaucoup trop court, malheureusement, parce qu'il y a de l'intensité et des bonnes prises. C'est dommage, c'est trop court.
Il y a un léger botch à un moment donné sur un 7-7 flip powerbomb de la part d'Ambrose, mais c'est vrai que c'est une prise très difficile à exécuter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est blessé notre ami Seth Rollins. Il s'est explosé le genou en faisant cette prise-là. C'est pas la première fois que je la vois un peu botcher. Là, Reigns part tout seul alors que Ambrose l'emmène pas au sol. Bon, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, le Superman Punch après de Roman Reigns sera très bon aussi, un vrai impact sur le coup. Celui-là, il est pas botché. Non, voilà, celui-là n'est pas botché. C'est un match court mais intense. C'est dommage, c'est trop court, mais voilà. Donc ça, déjà, c'est le problème. Après, le cash-in, ben, c'était un peu l'option B, quoi. Je veux dire, c'était soit, pour moi, hein, c'était soit Roman Reigns gagner le championnat du monde, soit Sheamus encaissé. C'est ce qui s'est donc passé, puisque les deux ont fait ça. Donc Reigns qui gagne, et puis bah, je pensais que ça allait s'arrêter là. Je voyais pas non plus Sheamus arriver à ce moment-là, mais bon, il est arrivé derrière. Ça m'a pas non plus tant surpris que ça. Maintenant, je trouve que c'est peut-être un peu dur pour Roman Reigns. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, il me dérange pas tant que ça. Je trouve d'ailleurs que l'acting était très bon là sur ce coup-là. Et c'est vrai, comme tu as dit, 2 cash-in contre Reigns sur la même année dans 2 pay-per-view du Big Four. Ça fait un peu beaucoup. Après, il va falloir vraiment retravailler Sheamus. Hein. Son personnage, il faut vraiment retravailler le truc. On verra ce qui va se passer dans les Raw. Je pense qu'il va devenir la nouvelle petite catin de l'autorité, on va dire. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Rien que de par ça, ça va lui apporter une crédibilité et une protection un peu à la Seth Rollins, qui fait qu'il peut être dominant que grâce à ça, quoi. Oui, après ils vont travailler avec lui et j'ai totalement confiance. Sheamus c'est un super catcheur. Hein. Après en qualité in ring, c'est sûr qu'il est au-dessus de Roman Reigns. C'est vraiment un des meilleurs big guys de la fédération, qui a maintenant un vrai palmarès aussi, puisque là il devient donc 4 fois champion du monde. Il faut rappeler qu'il avait eu le titre la première fois à TLC 2009 contre John Cena. Après il avait gagné une deuxième fois à Fatal 4-Way 2010 où il y avait Edge, Orton et encore Cena dedans. Et puis le titre de champion du monde poids lourd contre Daniel Bryan, le fameux match à WrestleMania 28. Donc c'est quand même un catcheur qui a qui a eu beaucoup de titres, même le titre US aussi. Là, c'était une période beaucoup moins intéressante pour lui, où il était là avec Barrett, un peu en train d'attendre son moment, quoi. Ça y est, son moment est arrivé, donc maintenant ils vont retravailler avec lui. Moi, j'ai totale confiance en Sheamus, mais j'avoue, sincèrement, que je suis un petit peu déçu par rapport à Roman Reigns. Et toi, Bruce, ton ressenti sur ce main event? Ouais, c'est vrai que 9 minutes, c'est quand même choquant parce qu'ils avaient quand même du gaz encore, ça c'est clair. Hein. Franchement, déjà qu'il y avait de l'économie dans les demi-finales, niveau de l'intensité, autant dire que là, ils en ont mis, mais c'était clairement pas assez sur la durée, c'est ça qui est dommage, surtout que bon, la durée du pay-per-view est pas spécialement longue. 2h45 au total, avec Cashin compris, donc franchement, il y avait de quoi faire mieux de plus quoi, mais bon ouais, c'était quand même pas mal. Après pour le petit jeu de mots, je dirais que Roman il porte assez mal son nom parce que Reigns ça veut dire donc règne et et AEW a pas envie pour l'instant qu'il ait un règne. De toute façon ça serait mal passé aussi à les fans, je pense qu'ils ont peur de ça aussi. Par contre, ils ont un sacré budget confetti parce que là, c'était balèze la célébration. Oh, la vache. On voyait même plus quand Triple H est venu, donc. D'ailleurs, il y a quelques confettis qui étaient tombés avant la fin du match. On en voyait sur le ring 2 ou 3. Ah, ouais, j'ai remarqué ça. Détail, quand il porte le spear, tu vois des confettis. Enfin bref. Seb, toi, tu penses quoi de tout ça? Ouais, j'ai été étonné aussi, un peu pris de court par le type de match qui a été proposé dans ce main event. C'est vrai qu'ils y sont allés directement, beaucoup d'intensité dès la première seconde. Hein. Il n'y a même pas eu de poignée de main avant le match comme on pouvait s'y attendre entre les deux frères. Finalement, ça a été fait à la fin du match. Après, je me dis qu'il y a peut-être une histoire aussi de timing qui fait que le match est assez court. Il fallait encore caser absolument l'angle final avec Triple H, la célébration de Reigns, l'intervention de Sheamus. Donc moi, je me dis que c'est peut-être ça, ou peut-être qu'ils ont prévu de refaire un affrontement entre Ambrose et Reigns dans le futur avec plus de construction, parce que celui-là a été quand même quasiment pas construit. Ouais, sinon, moi, concernant le catching, j'ai pas été super surpris parce que je me suis dit tout simplement en regardant l'heure, ah bah tiens, il reste encore 15-20 minutes par rapport à la fin habituelle des pay-per-view sur AB1, puisque je regarde sur AB1. Et donc forcément, il allait se passer quelque chose, je me suis dit, et bien sûr, c'est arrivé, et Sheamus a remporté le titre. C'est une bonne idée, je pense, puisque les fans, je pense, ne sont pas prêts encore pour voir Reigns champion.
Ça viendra peut-être à WrestleMania, mais avant, je ne pense pas. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on aborde un sujet. On en a parlé entre nous avant les Survivor Series, mais moi, honnêtement, je suis pas un grand fan des tournois style King of the Ring pour faire un nouveau champion. Surtout quand il y a la place de faire des trucs qu'on n'a pas vu depuis longtemps, comme un Championship Scramble ou un Six-Pack Challenge à élimination, un Fatal 4-Way à élimination. Enfin, il y avait quand même de matière avec les catcheurs là à faire un truc vraiment sympa et original. Et j'aimerais savoir votre avis à tous les trois sur ce que vous auriez aimé à la place du tournoi final de la WWE. Et est-ce qu'il vous a, enfin, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous auriez aimé autre chose? Renaud, par exemple. Moi, ça m'a pas franchement plu, même si justement on a eu quand même un bon Kalisto par exemple contre Ryback dans le tournoi, mais le tournoi m'a pas plu parce qu'il y avait trop un manque de star power, donc c'était quasiment écrit qu'on allait avoir un Reigns Ambrose. C'est dommage, c'est ça au niveau du suspense. J'aurais préféré, puisqu'on était à Survivor Series, pourquoi pas avoir un match Six Pack Challenge ou Fatal 4-Way ou même un Elimination Chamber. Alors je sais qu'ils ont des soucis avec les arenas par rapport à la cage Elimination Chamber, mais là ça tombait bien justement. Mettre en tout cas des gars, les gars qui étaient à la fin du tournoi, Del Rio, Reigns, Ambrose, Owens, tous dans le même match en même temps. Il y aurait peut-être eu un poil plus de suspense. Là, en faisant un tournoi comme ça m'a plutôt déçu, ouais. Seb, t'en penses quoi, toi? Moi, j'ai pas été déçu par l'idée. Hein. L'idée est bonne de faire un tournoi. Moi, je m'en satisfaisais pleinement. Je mets à la place des officiels. Il y a une blessure qui intervient. Il faut réagir rapidement. Les plans sont jetés par la fenêtre. Faut trouver quelque chose en urgence. Le tournoi, ça me semblait bien. Après, c'est vrai que la qualité du tournoi elle laisse à désirer. Il y a 2-3 matchs intéressants sur l'ensemble, mais c'est vrai que ça manque, comme Renaud l'a dit, de star power et de surprise. Heureusement, il y a le casting de Sheamus en tant que surprise, mais en tant que tournoi en tant que tel, c'était pas spécialement surprenant. Brousty. Oui, après, bon, c'est sûr que je vais dans le sens de mes collègues là sur le Star Power, l'absence de Star Power, mais sinon ça m'a pas choqué qu'il y ait eu cette idée de tournoi comme ça remplit aussi les choses. C'est bien ce que ça a fait d'ailleurs à Raw SmackDown pendant 2 semaines. Que là-dessus, je suis pas gêné. Ouais, c'est vrai que j'aurais préféré, c'est vrai comme Renault, un four-way parce qu'on voit que les matchs demi-finale et finale ont pas eu le rendu escompté, et surtout au niveau de la durée. Donc ils auraient gagné à faire un bon gros match de 20-25 minutes à 4, ça aurait été génial comme ça. C'est vrai que ça aurait donné aussi l'incertitude supplémentaire, voilà. Après, Renault aurait pu le rappeler, mais il y a eu, je crois, en 1998. Ouais, c'est ça exactement. Sauf que là, ils avaient fait un tournoi sur toute la soirée sur leur série. C'était parti de plus loin que la demi-finale. Et ça avait été, en tout cas pour ma part, et j'ai vu qu'il y a plusieurs fans qui sont dans ce cas-là aussi, ça a été une soirée assez catastrophique. Hein. Déjà, c'était un Survivor Series où il n'y a pas de match par élimination de type classique, à 5 contre 5 ou à 4 contre 4. Et ça avait été ça toute la soirée, une sorte de tournoi, un tournoi, hein, pour désigner le nouveau champion du monde. C'était le Rock qui avait remporté le match en finale contre Mankind. Et ça avait été une soirée assez chiante dans son ensemble. Et là, en plus, ouais. Rubenito, ça colle pas trop, quoi, avec le. Ouais. Déjà, ouais, ça colle pas trop. Et pour revenir à ce tournoi-là et ce qu'on disait par rapport au manque de star power, en plus, ce qui se passe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on avait déjà officialisé, malheureusement, c'est les coups du sort ce qui arrive, les blessures. Mais on avait déjà officialisé un Roman Reigns contre Seth Rollins. Donc déjà, on savait que Roman Reigns, il était très très bien placé. Et en plus de ça, on avait déjà quasi officialisé le fait que l'Undertaker et Kane allaient affronter les Wyatt. Et je pense que même les premières idées, c'était qu'ils aient des partenaires. Je pense que c'était un 4 contre 4 possiblement de prévu. En tout cas, voilà. Donc ça fait aussi que, à cause de ça, on n'a pas un gars comme Bray Wyatt dans le tournoi, qui est limite pour moi le numéro 2, en tout cas très haut avec Roman Reigns. On aurait pu, pourquoi pas avoir Undertaker dans ce tournoi, ou avoir Kane. Enfin, Kane, même s'il n'aurait pas gagné le titre, c'est quand même un nom aussi, mine de rien. Voilà, c'est ça en fait qui a fait aussi que, malheureusement, on n'a pas eu toutes ces stars dans le tournoi. Ça a été un vrai problème à ce niveau-là, je pense. Ça plus les absents, hein, le fait que John Cena, Randy Orton soient pas là. Bien sûr. Donc on va passer aux notes pour ce pay-per-view. Seb, ta note sur 10. Je vais noter un 6 sur 10. Comme on l'a dit tout au long de cette émission, les matchs sont loin d'être dégueulasses. Il y a quand même une qualité de match sur l'ensemble, même s'il y en a 2-3 décevants.
Après, il y a quand même un événement historique qui se passe avec Reigns pour la première fois champion et le cashing de Sheamus. Donc, c'est pas non plus un pay-per-view à jeter à la poubelle. Donc, 6 sur 10. D'accord. Renaud? Je vais mettre 5. Je mets 5 parce que ça n'a pas été extraordinaire. Alors, il n'y a rien de mauvais, tout est potable. Mais ouais, c'est rien d'exceptionnel. Bon, Taker fait ses 25 ans de carrière, c'est cool, on le voit. Il a été bon, mais ça s'arrête là. Et Sheamus qui devient champion du monde, donc ça mérite un 5. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais, il se passe toujours quelque chose au Survivor Series, même dans un show qui n'a pas été très 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 bon, qui sera pas historique. Au final, on retiendra aussi que sur Survivor Series là, pardon, 2015, ben il y a Sheamus qui aura encaissé sa mallette. Hashtag catch-moi si tu peux. Si vous l'avez pas écouté, en fait, Renaud fait allusion au Catch-moi si tu peux spécial Survivor Series où on parlait du fait que pour certains le Survivor Series n'était plus un pay-per-view avec un grand intérêt. Pour Renaud, oui. Donc Bruce, si ta note. Comme Seb, 6 avec un peu le même ressenti parce que 6 c'est un petit peu la moyenne quand on a bien aimé le show, c'était m'a rendu global. Et hormis le match des Divas, tous les autres matchs, malheureusement, c'est le regret, ont pas eu une assez bonne durée. J'aurais préféré que ça dure plus longtemps. La plupart des matchs, mais c'est comme ça. Mais voilà. 6, c'est pas si mal, parce que j'avais pas non plus de grosses espérances. Et puis quand même, je suis assez content du final. Donc voilà. D'accord. Moi, je vais être un peu plus dur que vous. Je vais mettre 4,5. D'habitude, je note plutôt bien les pay-per-view. Et là, honnêtement, à part Brothers of Destruction, Wyatt Family, j'en ai eu pour mon argent. Les autres, j'ai eu des déceptions à chaque match, que ce soit sur la durée, voilà, sur plein de choses. Sur plein de choses, j'ai eu vraiment des déceptions. Je m'attendais tout le temps à mieux et voilà, du coup, je mets 4,5. Je mets pas la moyenne. Et donc, ça me fait une note totale de 5,37. Donc bon, une petite moyenne hein, pour un Survivor Series. C'est pas la meilleure note de l'année pour la WWE, mais en tout cas, c'est la nôtre. Donc, il me reste quand même à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Hein. On n'a plus grand-chose à se dire. Hein. Les gars, vous avez quelque chose à rajouter? Donc, on a eu le petit Ange il y a pas longtemps en interview. Si vous l'avez pas suivi, elle est à retrouver sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. On a une interview à arriver avec un catcheur français qui s'appelle Hooligan Beef, qui est malheureusement pour lui un supporter du PSG. Je mets une petite pique déjà pour ce qui va arriver. Hein. Ah, il est bon. Non, mais il est très très bon, ça à écouter, je vous conseille. Ah, comme par hasard. On va mettre pour les 1 an du fait que Renaud a couru à poil dans Nice l'interview de DDP qu'on a fait en 2014, donc avec bien sûr du grand DDP dans ses réponses. Franchement, pour nous, c'était un kiff, c'était un peu un rêve éveillé, donc on a envie de fêter ça. Et donc le podcast de TLC le 14, un Next Gen Wrestles sur le show de Londres qui aura lieu le 16, donc à mon avis ça sera aux alentours du 20-22 dans ces eaux-là. Donc tout ça en décembre. Pour ceux qui nous écouteront pas à ce moment-là, on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année. Couvrez-vous parce qu'il commence à faire froid, même chez moi dans le sud, à Toulon. Nice, c'est pareil, j'imagine. Oh ouais, très très froid, ouais. Il commence à faire froid, donc couvrez-vous bien. Un bisou à nos partenaires, le monde du catch, Catch World, Catch Attack. Le temple. Le temple du catch. Tout le monde catch. Catchons-nous. Et catch qui arrête aussi... c'est un genre de bégon, non, le catch aussi? Il me semble. Il y a une marque d'insecticide qui s'appelle Catch. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai. J'en ai un d'ailleurs, notre ouais. prochain sponsor. on va faire un hashtag sur Twitter pour que ça devienne notre sponsor officiel. Enfin bref, il me souhaite vous souhaiter une bonne fin de soirée, en espérant avoir un meilleur TLC que un Survivor Series. C'était ma petite pique du soir. Bonsoir Brousty. Oui, merci, c'était sympa de revenir après avoir trouvé mon branchement de micro. Ouais, il a acheté un micro Brousty. Ça y est. Ah Vous non, allez malheureusement c'est être obligé de l'entendre dans les semaines que qui je l'ai viennent. branché correctement, c'est tout. Il y a 2 trous, il s'est pas trompé, c'est cool. Merci Renaud, merci pour ta culture catch. Salut Robenito, bah avec plaisir. Et désolé Seb que tu sois là. Il commence par une pique, il termine par une Dieu. pique. Hein. Un tacle à la carotide pour commencer et au Le genou. carton jaune, ça fait un carton rouge de tacle. Voilà. Donc je sors du terrain et je laisse la place à la musique que nous enverra notre producteur Vincent. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Salut les amis.
Moi, j'ai croisé Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit, coach, écoute Wrestlers Radio. Ce que j'ai fait, toi fais-le aussi. Écoute Wrestlers Radio.